Il est 20 heures, heure de l'Est, dimanche soir. Le marché des contrats à terme vient d'ouvrir il y a 2 heures. Et ce qui s'est passé entre 18 heures et 20 heures ce soir va réécrire les règles du marché de l'argent métal. Je ne dis pas ça pour faire du sensationnalisme. Je dis ça parce que je suis devant mon écran depuis 120 minutes et que ce que j'ai vu ce soir n'a aucun précédent dans mes années d'observation des métaux précieux. La machine de suppression des prix vient de frapper un mur, et ce mur ne va pas bouger. Nous sommes le dimanche 8 février 2026. Le marché des contrats à terme sur l'argent ouvre à 18 heures, heure de l'Est. C'est 23 heures à Londres, 7 heures du matin à Shanghai. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fenêtre, c'est le moment le plus vulnérable de la semaine pour les métaux précieux. Les traders européens dorment, les investisseurs américains regardent le football ou dînent en famille. La liquidité est au plus bas. Et c'est exactement dans ces conditions que les grandes banques d'investissement exécutent ce que les traders appellent le smash du dimanche soir. Le principe est simple. Vous prenez une quantité massive de contrats papier et vous les déversez dans un marché vide. Sans acheteur en face, le prix s'effondre, les stop-loss se déclenchent, les algorithmes détectent la baisse et ajoutent de la pression vendeuse. En 2 heures, le cours a perdu entre 50 cents et 1 dollar. Et les banques qui détiennent des positions vendeuses massives ont créé un point de départ plus bas pour la semaine. Ça fonctionne. 90% du temps. Ça a fonctionné dimanche dernier. Ça a fonctionné le dimanche d'avant. Ça fonctionne depuis des décennies, mais pas ce soir. Ce soir, à 18h05, le premier ordre de vente est apparu. En conditions normales, cette baisse aurait déclenché une cascade. Au lieu de ça, l'ordre a été absorbé. Immédiatement. Le prix est remonté en 8 secondes. 8 secondes. Un dimanche soir, quand le marché est censé être lent, fragile, facile à manipuler. Quelqu'un attendait de l'autre côté. Quelqu'un avec du capital. Quelqu'un qui voulait ce métal. Au fait, ce que je vous montre là. Les abonnés de la recherche financière ont vu ça dimanche, avant cette vidéo ici. Si vous voulez voir avant tout le monde la prochaine fois, le lien est dans la description. Mais continuons. Et puis est arrivé le vrai test. 18h15. Un ordre de vente massif. Des milliers de contrats déversés d'un coup. Le genre d'ordre qui en 2023 aurait fait chuter l'argent d'1 $ en 30 secondes. Le genre d'ordre conçu pour déclencher la panique et permettre aux vendeurs à découvert de couvrir à bas prix. J'ai regardé cet ordre frapper le carnet d'ordre. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu un dimanche soir. Il a été absorbé. Pas lentement, pas sur plusieurs minutes. Instantanément. Le prix a baissé de 11 cents. 11 cents sur un ordre qui aurait dû provoquer un mouvement d'1 $. Et en 90 secondes, le cours était revenu au plus haut de l'ouverture. Faisons le calcul. Si vous déversez 10 000 contrats dans un marché peu liquide, vous devriez voir un mouvement de 3 à 5%. L'argent a ouvert ce soir autour de 79 $. 3% de 79, c'est 2,37 $. Ils ont obtenu 11 cents. Ce n'est pas un trade raté, c'est un mur de briques. Ce sont des acheteurs qui disent « Nous prendrons tout ce que vous avez et nous ne vous laisserons pas pousser le prix plus bas ». Maintenant, le contexte. Le 29 janvier, l'argent a atteint un record absolu. 121,65 $ l'once. Plus de 150% de hausse en un an. Le métal a franchi la barre des 100 $ pour la première fois de l'histoire. Et le 30 janvier, tout a basculé. Le président Trump a nommé Kevin Warsh pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale. Un ancien gouverneur de la Fed, connu pour ses positions restrictives. Le dollar s'est renforcé brutalement et l'argent s'est effondré. Moins 30% en une seule journée. La pire chute depuis 1980. Laissez-moi vous poser une question. Vous pensez que vous voyez cette analyse en premier? Non. Les abonnés de la recherche financière ont vu ça il y a 48 heures. Pendant que vous attendiez cette vidéo, ils lisaient l'analyse complète. Pendant que YouTube traitait l'upload, ils avaient déjà terminé. Vous êtes toujours un pas en arrière. Et je ne peux pas changer ça dans une vidéo YouTube. Ce que je peux faire, c'est vous montrer où est le lien. Il est dans la description. Ce que vous en faites, c'est votre problème. Un accès. Toutes les analyses. Toujours en premier. On continue. Mais ce n'est pas tout. Le CM, la bourse de Chicago qui gère les contrats à terme, a relevé les exigences de marge à 3 reprises en un mois. De 9% le 13 janvier, à 15% le 30 et 1 janvier, puis à 18% le 5 février. Un doublement en moins de 4 semaines. Chaque hausse de marge force les traders à déposer plus de garanties ou à liquider leurs positions. C'est une liquidation mécanique, pas fondamentale. Les fondamentaux n'ont pas changé. Le déficit structurel de l'argent n'a pas disparu. La demande industrielle pour les panneaux solaires et les semi-conducteurs n'a pas diminué. Seule la structure de marché a été déstabilisée.
Et c'est exactement pour ça que ce dimanche soir est si révélateur. Malgré le crash, malgré les hausses de marge, malgré la nomination de Warsh, quand les banques ont essayé leur tactique habituelle du dimanche soir, le marché a dit non. Parlons maintenant de qui se trouvait de l'autre côté de ces ordres de vente. Ce n'est pas un trader particulier qui a absorbé des milliers de contrats un dimanche soir. L'indice pointe vers l'Asie, et plus précisément vers la Chine. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent l'a dit lui-même la semaine dernière. Il a attribué les mouvements extrêmes des métaux précieux aux traders chinois, qualifiant le sommet de fin janvier de bulle spéculative. Mais ce que Bessent appelle spéculation, d'autres l'appellent accumulation stratégique. La Banque centrale chinoise a acheté de l'or pour le 15e mois consécutif en janvier 2026, 15 mois sans interruption. Et sur le marché de l'argent, Shanghai affiche des primes de 10 à 20 $ par rapport au prix de New York. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une pénurie. Et c'est pourquoi le smash du dimanche ne peut plus fonctionner. Chaque baisse de prix créée par les ventes papier est une opportunité d'achat pour ceux qui veulent voir le métal réel. C'est un piège mortel pour les positions vendeuses. Et ce soir, ce piège vient de se refermer. Juste une chose, la prochaine analyse est en cours d'écriture. Les abonnés la verront avant la prochaine vidéo. Le lien pour y accéder est dans la description. Soyez le premier à savoir. On continue. L'argent n'est pas un métal comme les autres. C'est à la fois un métal industriel critique et un actif monétaire. Le département de l'Intérieur des États-Unis l'a officiellement classé comme minéral critique. La demande pour les panneaux solaires consomme plus de 120 millions d'onces par an. L'industrie des semi-conducteurs en absorbe des quantités croissantes chaque trimestre. Et pendant ce temps, la production mondiale stagne autour de 880 millions d'onces par an, alors que la consommation totale dépasse 1,2 milliard d'onces. Le Silver Institute a confirmé une 5e année consécutive de déficit structurel. Ce déséquilibre ne se corrige pas avec des hausses de marge, il ne se corrige pas avec des ordres de vente papier le dimanche soir. Il se corrige d'une seule manière. Le prix monte jusqu'à ce que l'offre et la demande trouvent un nouvel équilibre. Et ce soir, le marché vient de nous dire que cet ajustement a commencé. Revenons aux mécaniques de ce qui aurait dû se passer ce soir. Un dimanche soir normal, entre 18h et 20h, voici le scénario classique. 18h10, première vague de vente. 18h30, deuxième vague. 19h15, troisième vague. Chaque vague pousse le prix plus bas. Les stop-loss se déclenchent. Les algorithmes détectent la dynamique baissière et ajoutent du volume. À 21h, le prix a perdu 50 cents à 1 $. Les vendeurs à découvert ont un point de départ plus bas pour la semaine. Ils couvrent une partie de leur position, prennent un profit et recommencent 7 jours plus tard. C'est mécanique, c'est prévisible. Sauf que ce soir, le scénario a échoué à la première étape. Le premier test, à 18h05, a été rejeté. Le deuxième test, à 18h15, a été dévoré. Et à 20h, l'argent se maintenait à quelques cents sous le plus haut de l'ouverture. Après 2 tentatives de vente majeures, le prix n'a pratiquement pas bougé. Ce n'est pas de la volatilité, c'est de la défense. C'est un marché qui a trouvé un plancher et qui refuse de le casser. Si les banques ne peuvent pas faire baisser le prix le dimanche soir, quand la liquidité est au plus bas, que se passe-t-il lundi matin quand le vrai volume arrive? Quand le marché physique de Londres ouvre à 3 heures du matin, heure de l'Est? Quand le Shanghai Gold Exchange commence à traiter les ordres de livraison? Quand les fonds de pension européens commencent leur journée de trading? Quand les raffineurs et les fabricants de panneaux solaires passent leurs ordres d'achat hebdomadaires? Ces acheteurs seront-ils moins agressifs que ceux qui ont absorbé la vente ce soir? Non. La pression acheteuse de ce soir n'était que le positionnement initial. L'argent intelligent qui prend position avant la foule. Et quand la foule arrive lundi matin, le prix ne fait que monter. Mettons les chiffres en perspective. Il y a 10 jours, l'argent valait 121 $ l'once. Aujourd'hui, il est autour de 79 $. C'est une baisse de 35%. Mais cette baisse n'est pas ce qu'elle semble être. Regardez ce qui s'est passé pendant cette correction. Les exigences de marge ont été doublées par le CME, passant de 9 à 18%. Des positions spéculatives massives, notamment celles des traders chinois, selon le secrétaire au Trésor Bessent, ont été liquidées de force. Le dollar s'est renforcé brutalement sur la nomination d'un président de la Fed perçu comme restrictif. Toute la mousse spéculative allait été nettoyée du marché. Et malgré tout cela, le prix refuse de descendre en dessous des 70 $. Les fondamentaux sont intacts. Le déficit structurel est toujours là. La demande industrielle continue de croître. Et ce soir, des acheteurs avec des poches profondes ont montré qu'ils défendent ce niveau avec conviction. Parlons du parallèle historique que personne n'ose faire. En 1980, les frères Hunt accumulèrent de l'argent physique. Ils prenaient livraison de contrats à terme. Ils créaient un short squeeze. Le prix est passé de 6 à 50 $ en quelques mois. C'était spectaculaire. Et ça a mal fini.
Le COMEX a changé les règles en plein jeu. Ils ont imposé la règle 7 sur l'argent, limitant les achats de contrats à terme et forçant la liquidation des positions existantes. Les Hunt ont perdu. Le prix s'est effondré. Et pendant 45 ans, l'argent n'a plus jamais revu les 50 $. Mais voici la différence fondamentale entre 1980 et aujourd'hui. En 1980, c'étaient deux frères texans. Aujourd'hui, ce sont des nations souveraines, des banques centrales, un monde multipolaire où la Chine, la Russie, l'Inde et les économies émergentes se dédollarisent activement et accumulent des actifs tangibles. Vous ne pouvez pas changer les règles sur la Chine comme vous avez changé les règles sur les frères Hunt. Vous ne pouvez pas faire un appel de marge à un gouvernement qui détient 3 000 milliards de dollars de réserves. Vous ne pouvez pas forcer la Banque populaire de Chine à liquider ses positions. Et c'est pour ça que cette fois-ci, la dynamique est fondamentalement différente. Le secrétaire au Trésor Besant peut appeler ça une bulle spéculative tant qu'il veut. Mais quand une banque centrale achète de l'or pendant 15 mois consécutifs, ce n'est pas de la spéculation. C'est une stratégie de diversification des réserves à l'échelle d'une superpuissance. Et quand le marché physique de Shanghai affiche une prime de 10 à 20 $ sur le prix de New York, ce n'est pas un dysfonctionnement temporaire, c'est un signal structurel. Le signal que le prix papier de New York ne reflète plus la réalité de l'offre et de la demande physique à l'échelle mondiale. C'est exactement ce que le smash raté de ce soir confirme. Le prix papier essaie de descendre. Le marché physique dit non. Et quand cette tension entre le papier et le physique se résout, elle se résout toujours dans la même direction, vers le haut. Maintenant, regardons ce qui se passe dans les 12 prochaines heures. À 3 heures du matin, heure de l'Est, le marché physique de Londres ouvre. Le LBMA commence à fixer les prix de référence. Les grands négociants de métaux précieux passent leurs ordres. S'ils voient que le smash du dimanche a échoué, ils interpréteront cela comme un signal haussier. Ils achèteront. Et leurs achats pousseront le prix encore plus haut. C'est de la théorie des jeux. Quand tout le monde sait qu'il y a un plancher, personne n'attend une baisse, tout le monde achète maintenant. Et ça crée une boucle de rétroaction positive. À 8 heures du matin, le COMEX ouvre à New York. L'Amérique se réveille. Les investisseurs particuliers voient que l'argent est en hausse. Ils voient le momentum. Ils entrent dans le marché. La peur de manquer quelque chose entre en jeu. Et le mouvement s'accélère. Tout cela dans un contexte macroéconomique qui favorise les métaux précieux. Le marché américain de l'emploi montre des fissures préoccupantes. 108 000 suppressions de postes annoncées en janvier. Le chiffre le plus élevé pour un mois de janvier depuis 2009. Les demandes d'allocation chômage ont grimpé à 231 000. Les données de l'enquête ADP sont en dessous des attentes du marché. Tout pointe vers un ralentissement de l'économie américaine. Et un ralentissement signifie que la Réserve fédérale devra baisser ses taux. Les marchés anticipent déjà une première baisse en juin. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré vendredi qu'il pourrait être nécessaire de baisser les taux 1 ou 2 fois pour répondre à l'affaiblissement du marché du travail. Des taux plus bas signifient un dollar plus faible, et un dollar plus faible est le carburant le plus puissant pour les métaux précieux. Kevin Warsh n'est même pas encore confirmé par le Sénat. Le sénateur républicain Tom Tillis a déclaré qu'il bloquerait toute nomination tant que l'enquête du ministère de la Justice sur Jerome Powell ne serait pas résolue. Le processus de confirmation pourrait prendre des mois. Et pendant ces mois d'incertitude, Jerome Powell reste à la tête de la Réserve fédérale. Le même Powell qui a réduit les taux 3 fois en fin d'année dernière. Le choc initial de la nomination a fait tomber l'argent de 30% en une journée. Mais la réalité politique et économique va rattraper le marché bien plus vite que ne le pensent les vendeurs à découvert. Pendant que les marchés digèrent ces incertitudes, l'or a déjà commencé à se repositionner. Plus de 5 000 $ l'once ce lundi, le plus haut niveau en plus d'une semaine. Soutenu par un dollar plus faible, des données économiques préoccupantes et les achats continus des banques centrales. Quand l'or mène, l'argent suit. Mais l'argent ne suit pas simplement. L'argent amplifie. Dans les marchés haussiers des métaux précieux, l'argent a historiquement surperformé l'or d'un facteur de 2 à 3. Si l'or remonte vers ses sommets de 5 500 $, l'argent ne restera pas à 79 $. La mathématique est impitoyable. Revenons à ce qui rend ce dimanche soir si particulier dans la mécanique des marchés. Le smash du dimanche est l'outil le plus fiable des vendeurs à découvert. Pas parce qu'il est sophistiqué, mais parce qu'il exploite un moment de vulnérabilité structurelle. Quand cette arme ne fonctionne plus, ils n'ont plus de levier pour le reste de la semaine, ils ne peuvent pas couvrir leur position sans faire monter le prix, ils ne peuvent pas ajouter à leur position sans augmenter leur exposition au risque, ils sont piégés dans une impasse mathématique. Les chiffres montrent à quel point ce piège est dangereux. Chaque contrat à terme sur l'argent au COMEX représente 5 000 onces,
Un vendeur à découvert de 10 000 contrats porte une exposition de 50 millions d'onces. Si le prix monte d'1 $, c'est une perte de 50 millions de dollars. Si le prix monte de 5 $, c'est 250 millions de pertes. Les exigences de marge à 18% signifient des garanties considérables pour maintenir ces positions. Et dans un environnement où la liquidité se resserre, où les données économiques se détériorent, où le dollar commence à faiblir, maintenir ces positions vendeuses massives devient de plus en plus insoutenable. À un moment donné, les gestionnaires de risque dans ces institutions interviennent. Ils forcent la couverture des positions. Et quand la couverture commence, le prix monte. Et quand le prix monte, d'autres vendeurs à découvert doivent couvrir à leur tour. C'est une spirale. C'est ce que les professionnels appellent un gamma trap. Et ce soir, le marché vient de montrer que les vendeurs à découvert sont déjà à l'intérieur de ce piège. Je vais vous laisser avec une perspective claire sur ce qui vient de se produire. Ce que vous avez vu ce soir entre 18h et 20h n'est pas un événement isolé. C'est un point d'inflexion dans la structure du marché de l'argent. Le crash de 30% de fin janvier a nettoyé les spéculateurs à court terme. Les hausses de marge successives ont éliminé les positions à effet de levier excessif. Ce qui reste dans ce marché maintenant, ce sont les mains fortes. Les acheteurs physiques, les banques centrales qui accumulent depuis 15 mois, les fonds souverains qui diversifient leurs réserves. Et ce soir, ces mains fortes ont montré qu'elles n'ont aucune intention de laisser le prix descendre plus bas. L'argent a ouvert l'année à 70 $. Il est monté à 121 $. Il a chuté à 75 $ dans la correction la plus brutale depuis 1980. Et maintenant, il se stabilise autour de 80 $. Ce n'est pas la fin d'un rallye, c'est la pause après la première vague. La vague qui a éliminé les mains faibles. La prochaine vague sera portée par les mains fortes. Et cette vague sera plus puissante que la première parce qu'il n'y a plus personne à secouer hors du marché. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez les notifications. Parce que quand le COMEX s'ouvrira demain matin à 8h, je serai là pour analyser chaque mouvement. Quand Londres ouvrira à 3h du matin, les données seront enregistrées, et quand le prochain test de résistance arrivera, vous serez informés. L'argent ne ment pas. Les données ne mentent donc pas. Et ce soir, les données disent que les vendeurs à découvert ont perdu le contrôle. La question n'est plus de savoir si le prix va monter. La question est de savoir à quelle vitesse. On se voit demain matin, avec les données de Londres en direct.